Évidemment que vous avez une grande expérience d'accompagnement d'enfants au développement traditionnel et que vous êtes formaté pour ça. Je veux dire, c'est normal. Et que tout d'un coup, on met un enfant avec un développement différent. C'est-à-dire que c'est une bombe atomique dans la représentation qu'on a du développement. C'est pas du tout pareil, quoi. Et donc, c'est à cela que je peux, moi, essayer aujourd'hui de donner quelques clés. Donc, qu'est-ce qu'on en comprend et qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue du fonctionnement. Et puis après, sur les questions du... On ne voit pas bien l'évolution. Je crois qu'il faut vous accepter de vous laisser du temps, à condition qu'académiquement, il ne soit pas trop largué, hein, qu'il tienne à peu près la route. Mais il faut vous laisser du temps parce que c'est le témoignage que j'ai. Alors, bon, juste pour dire, j'ai travaillé pendant 15 ans au Centre de ressources autisme de Bretagne. Et je me suis retrouvé dans la situation de suivre les enfants. On n'était pas fait pour suivre les enfants au centre de ressources, on était juste fait pour les évaluer d'un point de vue diagnostique. Mais il y avait beaucoup de parents qui avaient rompu avec le système de soins psychiatriques traditionnels. Vous savez que si vous voyez 12 psychiatres à ma place, vous avez 12 théories différentes sur l'autisme, sur Yanis et tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est un des problèmes dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Et du coup, j'ai suivi ces enfants-là. Et je n'avais pas beaucoup de moyens, si ce n'est de pouvoir proposer de l'orthophonie ou de la psychomotricité en libéral, et d'appuyer la scolarisation. Mais j'avais un avantage terrible par rapport dont je me rends compte que c'était un avantage terrible aujourd'hui, c'est qu'on avait énormément d'AVS, parce qu'il y avait déjà une politique départementale d'accompagnement des enfants en situation de handicap pour leur scolarité par des AVS. Donc quand l'autisme est apparu, parce que ça restait, on a surfé sur cette vague-là. Et donc on avait autant d'AVS qu'on voulait. C'est-à-dire que quand je demandais à la MDPH 25 heures d'AVS, j'avais 25 heures d'AVS. Ça ne s'est pas fait tout de suite, mais il a fallu quelques temps pour que ça se fasse. Mais dans le Finistère, je n'avais plus aucun problème au moment où je suis parti du Finistère. On avait beaucoup d'enfants autistes scolarisés. Et ce que me racontent les enseignants, ce que je comprenais au fil du temps, d'abord c'est que c'était assez encourageant, c'est qu'ils avançaient d'une façon intéressante, donc ça nous portait. Et puis on se fait la photo, vous vous souvenez quand il est arrivé en CP, ah oui, et il est en CM1, CM2, ah ben non, mais ça n'a évidemment plus rien à voir. Vous vous souvenez quand il est arrivé en 6e, ah ben oui, et on le voit en 4e, évidemment ça n'a plus rien à voir. Mais c'est ce temps-là qui fait que tout d'un coup on n'est plus du tout dans la même situation d'enfant. Donc il faut accepter de se laisser un peu de temps, c'est long. Et alors pourquoi c'est long? Pourquoi c'est compliqué? Bon, vous avez tout à fait dit, clairement, l'autisme, c'est paradoxal. Il y a une atteinte, on a quelque chose dans le processus cognitif qui est commun, et on a des formes évolutives très différentes, depuis des enfants qui sont très habiles intellectuellement, qui mettent en place le langage relativement tôt, une forme d'Asperger, quoi, et qui du coup avancent assez bien dans leur scolarité, assez bien, parce que ça ne se fait pas toujours très facilement non plus, et puis des enfants qui sont plus en difficulté, pour lesquels il faut plus travailler la mise en place du langage, des problèmes de représentation mentale, et qui sont sans doute moins habiles intellectuellement, sans être mal habiles, mais moins habiles intellectuellement, et donc c'est évidemment moins facile. Alors, bon, on est dans les troubles neurodéveloppementaux, c'est-à-dire des troubles qui touchent très précocement le développement avant la naissance. Peut-être l'accouchement est un moment important, mais au-delà, non. D'accord, donc ça se joue très très tôt. Causes environnementales, génétiques, vous savez, les généticiens aujourd'hui ont pris le pouvoir, tout est génétique. Le vieux débat entre l'inné et l'acquis, aujourd'hui on retourne dans des arriérations du genre tout est inné et rien n'est acquis. Bon, on peut réfléchir, il y a des nuances dans tout ça. Toujours est-il que le cerveau ne se construit pas pareil, et du coup, il ne construit pas de la pensée de la même façon. Et à quoi tient cette différence? Et si vous voulez, pour traiter de l'information, je vais artificialiser un peu les choses. Excusez-moi, je vais prendre quelques objets, je les remettrai après. Si je vous propose de décrire ce qu'il y a sur le bureau, on va énumérer ce qu'il y a sur le bureau. Donc on va procéder élément par élément, séquence par séquence. On est dans un traitement qu'on appelle séquentiel. Imaginez qu'il y a 5 ou 6 objets plutôt que 3, parce que 3, c'est encore pour nous assez facile de traiter 3 objets en même temps, mais 5 ou 6 objets, et on sort de la pièce, et qu'est-ce qu'il y avait sur le bureau? Et 2 options, soit vous faites une photo magnifique du bureau, vous êtes très habile à faire une photo, ce que les autistes sont très habiles à faire, et vous sortez la photo. C'est encore une séquence très complexe, mais ce n'est qu'une séquence. Si on déplace cet objet-là, c'est plus la même photo. Donc c'est pas comme ça que nous on procède. Nous, quand il s'agit de traiter plusieurs informations en même temps, on les hiérarchise les unes par rapport aux autres.
Donc oui, il y avait la télécommande, le livre, et à côté, ah ben oui, il y avait aussi une feuille de papier. En permanence, on hiérarchise les éléments dès qu'il s'agit de traiter plusieurs informations en même temps. Et c'est ce travail de hiérarchisation des éléments les uns par rapport aux autres qui ne fonctionne pas dans l'autisme. C'est ça qui ne marche pas. Et du coup, il traite toutes les informations en séquentiel. Et du coup, ça veut dire quoi d'un point de vue du quotidien? Ça veut dire que tout ce qui nécessite de prendre en compte plusieurs informations en même temps, et notamment les informations contextuelles, c'est très compliqué pour eux parce qu'ils ne peuvent pas les hiérarchiser les unes par rapport aux autres. Et donc, qu'est-ce qui nécessite? Alors, le langage, si vous voulez, on va faire... Il y a une différence, encore aujourd'hui chez Yanis, mais petit c'était encore plus flagrant, entre sa compréhension du langage et son expression. Il comprenait assez bien et il ne parlait pas, ou peu. C'est bien que ça avait longtemps alimenté chez nous l'idée, vous savez, que s'ils comprennent, c'est que c'est câblé, s'ils ne parlent pas, c'est qu'ils n'en ont pas envie, il suffirait de leur donner envie pour que ça marche. En fait, c'est plus compliqué que ça. Le langage, les mots sont polysémiques. À un mot correspond une série d'objets différents et de circonstances dans lesquelles ces mots interviennent. Pour qu'on puisse parler ensemble, on a une représentation mentale qui est compatible avec cette polysémie. Et bien la compatibilité de notre représentation mentale avec la polysémie est assurée par ce travail de hiérarchisation associative. J'arrête de jargonner et je donne un exemple. Fleurs. Immédiatement, chacun d'entre nous avons des idées concernant les fleurs qui nous viennent à l'esprit. Il est très clair qu'à ce moment-là de l'échange, ce n'est pas les mêmes chez vous et chez moi. Fleurs enterrement. Ce n'était pas la première idée quand j'ai dit fleurs tout à l'heure qui vous venait à l'esprit, mais vous me suivez dans mon propos. Ça ne vous semble pas. Qu'est-ce qu'on a fait? On a modifié notre représentation mentale par effet de tri, de hiérarchisation. J'aime bien la hiérarchisation. On peut imaginer d'utiliser d'autres termes pour décrire. Et derrière, on a tous chrysanthème et le dernier enterrement auquel on a assisté. On a des effets comme ça. Eh bien, si je ne peux pas faire ça, je ne peux pas suivre le propos de l'autre. Et du coup, ils construisent une représentation mentale qui vous rend polysémique par le jeu des invariants. Et pas par le jeu de hiérarchisation associative. Qui est, quand je dis un garçon de l'âge de Yanis, quand je dis humain, qu'est-ce que tu vois, toi? La texture de la peau. On a tous la même texture de peau. Normal. Ça marche jusqu'au moment où je rencontre une bestiole qui a la même texture de peau que moi, ou que l'humain. Et donc je suis obligé de revoir mon système de représentation mentale pour faire la différence entre la bestiole et les humains. Ou les silhouettes, les adultes ont une grande silhouette, les petits, c'est une petite silhouette. On a tous une silhouette. Donc, vous voyez, ils construisent par essai-erreur, au fur et à mesure de leur expérience, une représentation mentale qui leur permet de faire face à la diversité des situations rencontrées. Bon, deuxième chose, tout ce qui concerne le contexte, la prise en compte du contexte, tous les apprentissages implicites, tout ce qui va soi qu'un môme sache faire à tel âge, tel âge, tel âge. Ça, c'est des apprentissages qui se mettent en place à la lumière du contexte. Regardez la lampe là-haut. Il y a 6 lampes au plafond, mon propos est ambigu, je lève l'ambiguïté de mon propos par la désignation que j'en fais. Ça fonctionne parce que vous avez appris à dessiner la trajectoire qui va de mon doigt à l'objet que je désigne. On n'a pas eu conscience d'apprendre à dessiner les trajectoires, ça s'est fait tout seul. Et bien ça se fait tout seul quand je suis un petit bébé, grâce à la répétition de... Je suis dans les bras de maman, elle regarde une scène, je regarde il y a plein d'informations, mais à un moment donné, cette information, je peux peut-être dessiner une trajectoire, par effet de répétition, va devenir intéressante, va surgir au champ de la conscience et va se construire. Eh bien, il faut pouvoir hiérarchiser les informations pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Si j'y arrive pas, ils n'y arrivent pas. Conséquence, alors je prends des exemples bretons, mais je suis au bord de la rade de Brest, il y a 3 bateaux, je montre un bateau à un enfant, regarde le bateau là-bas, sur ma seule désignation, il ne sait pas de quel bateau je parle. Il faut que je précise, celui de gauche, celui de droite, celui avec les voiles bleues, jaunes ou vertes. Si je me mets derrière lui et que je vise, il voit très bien de quel bateau je passe. Je rends explicite ce qui était implicite. Et donc on va rendre explicite ce qui est implicite. Ce qui n'est pas si simple, ça va sur le papier comme ça, mais dans la quotidienne, c'est compliqué. Tout ce qui est... Alors, les nuances, très difficile, parce que les nuances dépendent du contexte. On a rendez-vous dans environ 5 minutes. Environ 5 minutes, c'est quoi? Ça dépend si je vais au bistrot, si je prends un train, si je vais au cinéma. Ça ne sera pas le même horaire, enfin, le même jeu horaire dans un cas comme dans l'autre. Donc ça va dépendre du contexte. Donc ils ont beaucoup de mal avec les nuances. Le deuxième degré. J'ai un enfant, il est en CE2. Une maîtresse écrit une série de chiffres au tableau. Quel est le plus grand, quel est le plus petit? Il lève la main. Oui, ils ont tous la même taille. Réponse exacte. Il répond exactement à la question qu'on lui a posée. Coup de peau, c'est qu'il répond de telle façon qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il a compris de la question. Mais imaginez que le 3 était écrit un tout petit peu plus grand, il aurait répondu que le plus grand était le 3, évidemment. Ce qui était une réponse académique fausse. Et ce qui envenimait immédiatement les possibilités de scolarisation de cet enfant. Parce que non, c'est pas ça, mais si, je peux vous le montrer, moi je vais vous le mesurer. Vous allez voir, c'est bien le 3 qui est le plus grand. Donc, vous voyez, on est dans un... Donc ils sont vraiment au premier degré. Et le deuxième degré, c'est encore une fois
grâce au travail associatif, et d'hiérarchisation associative. Les intentions des uns et des autres, quand elles ne changent pas de nom, ça roule très bien. Quand elles ne changent pas voilà. Mais elles ne cessent de changer. Pourquoi vous me regardez comme ça? On estime, excusez-moi, ça va vous tomber dessus, vous inquiétez pas. On estime que quand deux adultes se regardent plus de 10 secondes dans les yeux, ça débouche soit sur une bagarre, soit sur un rapport amoureux. Ce sera ni l'un ni l'autre. Oui, mais attendez, pour l'instant, mais peut-être dans 10 minutes, vous aurez changé d'avis. et donc, il va falloir que je me... Non, mais... Il y a une possibilité, c'est sûr, dans 10 minutes, je n'aurai pas changé d'avis, et puis l'autre, ça m'étonnerait aussi quand même. Vous inquiétez pas, je n'aurais pas changé d'avis non plus. Donc, ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui va m'indiquer qu'est-ce qui va m'indiquer sur votre visage, sur votre regard, que tout d'un coup, votre attention à mon égard a changé, quel que soit ce changement. Et quels sont les éléments? Comment je vais hiérarchiser ces informations pour les saisir, pour saisir ce changement intentionnel? Bon, vous voyez bien que c'est très compliqué pour un enfant autiste qui ne peut pas parvenir, là encore, à hiérarchiser les informations les unes par rapport aux autres.